nous aussi on peut dire que le Cameroun. Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue à Equinox ce soir. Personne ne pourra saboter l'amitié qui lie les peuples de Chine et l'Afrique. Personne ne pourra empêcher la marche de la Chine-Afrique vers le développement. Ainsi parlait Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, au grand auditorium du Grand Palais du Peuple, lundi dernier à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du 3e sommet du Forum Coopération Chine-Afrique, COFAC. Et à Xi Jinping d'ajouter « donner plus, donner d'abord et donner sans prendre ». La Chine, à travers ses principes de coopération que sont la non-ingérence, l'appropriation, la confiance, l'assistance économique sans conditionnalité, ce sont là les leviers sur lesquels la Chine va s'appuyer pour guider la coopération avec les pays africains. Chine-Afrique, la coopération autrement, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Chine-Afrique, la coopération autrement, pour en parler, je suis avec Achille Lassako, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Vous êtes journaliste, c'est bien cela? Oui, je suis journaliste pour quelques heures encore. Oui. Pourquoi quelques heures encore? Quelques heures parce que je vais intégrer de façon officielle l'équipe de campagne d'un des candidats. Ce sera juste pour la durée de cette campagne présidentielle-là. Et une fois que la campagne sera achevée, je retrouverai mes attributs de journaliste. Voilà. Ok. Merci, bienvenue sur le plateau d'Equinox. C'est moi qui vous remercie, Serge Alain. Voilà. Maître Serge Simon Kaka, bonsoir. Bonjour, Serge Alain Moutou. Oui. Et bonsoir à tous les co-panélistes. Je n'oublie pas vos nombreux téléspectateurs. Oui. Vous savez que c'est une émission assez courue, assez suivie. Et je pense pouvoir être à la hauteur de la confiance que vous avez placée en moi en m'invitant. Ok. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, coordonnateur régional de l'AFP. Oui, tout à fait, coordonnateur régional de l'Alliance des forces patriotiques, l'AFP, depuis quelques semaines déjà. J'espère également pouvoir y remplir mon office avec beaucoup d'exemplarité. Vous faites partie de la plateforme qui soutient un candidat. Oui, justement, vous savez, l'AFP fait partie de la plateforme pour la Nouvelle République qui soutient la candidature de Batonia Kiremuna pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Ok. Sur ce plateau, pour la première fois, Fautine Nzodjou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes. Vous avez plusieurs casquettes, hein, on va les égriner comme ça. Écrivain, acteur social, entrepreneur, idéologue, panafricaniste. Oui, en quelque sorte ça. Et en quelque sorte, comment? En quelque sorte parce que les mots ne sont que des mots. Ce qui est sûr, je suis un citoyen honnête qui aimerait voir son pays prospérer. Et pour ce, j'y travaille. Ok. J'ai énoncé les principes, je reste avec vous, Fautine. J'ai énoncé les principes de la coopération tels que vus par l'Empire du Milieu, non-ingérence, appropriation, confiance, assistance économique sans conditionnalité. Un premier commentaire. Je commence par vous. Oui, non. C'est en réponse à ce qui se fait d'un autre côté, on ne va pas les citer ici. Bon, non-ingérence, confiance, ce sont en fait des mots. Oui. Entre les États, quelqu'un le disait, il n'y a que des intérêts. Et si jusqu'à présent, on parle de la non-ingérence, c'est parce que le temps n'a pas donné lieu à ce qu'on fasse quelque chose autre que cela. Vous pensez que la Chine n'a pas eu l'occasion de faire comme les autres le font souvent? Nous ne pouvons pas réinventer l'histoire de l'humanité. Oui. Si nous sommes avec la Chine, et c'est un gâteau ce monde, prenons notre part et faisons ce que nous avons à faire
tout en restant prudent, parce qu'aucune nation au monde ne peut mourir de faim alors que les richesses appartiennent à une autre nation. C'est ça le principe de la violence. Parfois, ce n'est pas parce qu'on est très méchant ou mauvais, mais juste pour le fait qu'on ne peut pas mourir de faim, laisser ses enfants mourir de faim alors que le voisin détient un plat de nourriture de plus dans son frigo. Donc avec la Chine, certes, un peu de tolérance contrairement aux autres partenaires, mais est-ce que cette tolérance-là est éternelle? Non, parce que nous sommes des humains, quitte à ce que l'Afrique, le Cameroun en particulier, tire son épingle du jeu, et que dans les années à venir, qu'on soit capable en fait de faire un bilan positif de cette coopération-là, parce que disons depuis les indépendances, nous avons eu à coopérer avec beaucoup de pays, nous avons eu à avoir beaucoup de prêts d'argent, nous avons reçu des aides, des financements de part et d'autres, et il faut se le dire, nous sommes restés en voie de développement, voilà déjà près de 60 ans. Bon, est-ce qu'avec la Chine, avec cette ingérence-là, avec cette confiance-là... Non-ingérence, la Chine parle de non-ingérence. Avec cette non-ingérence-là, est-ce que nous allons y arriver? D'ailleurs, avec les nations occidentales, nous avons constaté très tard qu'un ensemble des conflits sur le continent africain était piloté depuis là-bas, parce que nous n'avions pas de notions parfois en géostratégie militaire, en relations internationales très poussées, et on menait des guerres comme ça sans savoir qui les pilotait. Bon, on espère qu'avec la Chine, mais il faut aussi se rappeler quand même qu'en RDC, l'un des ressources nécessaires pour la fabrication des smartphones, qui est le coltan, est exploité aussi en majorité par la Chine, et le traitement de ces enfants miniers là n'est pas différent de celui que nous avons subi à l'époque de l'esclavage. Alors, ça nous amène à se poser des questions. Est-ce que là où il y a les intérêts, on peut parler de l'éthique? Ok, Maître Kaka, je vais rester sur ces deux principes, surtout. Non-ingérence et assistance économique sans conditionnalité. La Chine veut parler à qui? Non, avant de répondre à cette question, Serge Alain, permettez-moi de vous faire observer que lorsqu'on décrypte ces deux mots, oui. J'avoue que ce n'est que le langage... La Chine est sincère? Non, je ne sais pas... Vous dites que c'est le langage diplomatique? C'est un langage diplomatique, c'est un langage diplomatique. Donc la Chine manque de sincérité. Vous savez, il y a certains experts qui présentent la Chine comme le protecteur des dictateurs, vous comprenez? Vous savez, la Chine a ceci de particulier que c'est un pays qui fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Et beaucoup de gens pensent que chaque fois qu'il y a un problème qui concerne, j'allais dire, ces pays qui ne sont pas considérés comme des exemples en matière de démocratie, la Chine, soit la Chine vote contre, soit il s'abstient. Vous comprenez? Donc, cela veut dire quoi en d'autres termes? La Chine elle-même déjà n'est pas un exemple de démocratie. Il va de soi que même, j'allais dire, la posture dictatoriale de certains de nos dirigeants n'est pas condamné par la Chine. Donc, quand la Chine vient nous dire que c'est la non-ingérence, je ne sais pas. Mais ce que je peux quand même reconnaître, c'est que depuis 1973, que nous entretenons des relations de coopération avec la Chine, parce qu'en fait, ça, il faut qu'on se le dise ici. Vous savez, avant 1973, cette coopération n'était pas encore sur les rails. Il a fallu... je vais d'abord expliquer pourquoi ce n'était pas sur les rails. Ce n'était pas sur les rails parce que le Cameroun entretient des relations avec Taïwan. Et du coup, le Cameroun devenait l'ennemi de la Chine. Il a fallu une visite du président Aïdja en 1973 pour poser les jalons de cette coopération. Et nous pouvons quand même reconnaître que depuis 1973, effectivement, la Chine a réalisé beaucoup de choses au Cameroun. Donc cette coopération a été très fructueuse pour le Cameroun, notamment dans le domaine de la construction des infrastructures. Bon, aujourd'hui... on va revenir sur donc, je dis, non, c'est quelque chose de sincère. Donc, ce que je peux reconnaître dans les mots que vous venez de prononcer, c'est qu'il y a la confiance. La Chine et les États africains entretiennent quand même les relations basées sur la confiance, basées sur la sincérité. Non, je ne sais pas, c'est la franchise. C'est la franchise. Et à partir de là, il y a des choses qui peuvent être... il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais...
de mon point de vue, pour rejoindre la position de mon copanéliste tout à l'heure, on en vient quand même à se demander si avec tout ce que la Chine fait pour nous, on ne peut pas sortir du sous-développement pour s'inscrire dans une véritable dynamique de développement. Oui, Achille Sako, le président chinois, dit qu'il espère que les autres vont les suivre dans cette façon de coopérer avec surtout l'Afrique. La Chine... Non-ingérence, assistance économique, sans conditionnalité. J'insiste sur ces deux principes. C'est les principes même de ceux-là qui veulent faire du business. Business is business. Quand vous faites du business avec quelqu'un, vous ne vous encombrez pas de certaines postures éthiques. Vous êtes à la recherche du profit. Et c'est ce qui guide le discours de la Chine, à mon sens. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la Chine se sert de sa position pour étendre son hégémonie. Ils ne sont pas là pour une néocolonisation au sens propre du terme, ils sont là pour une hégémonie. Ce qui intéresse la Chine, c'est de pouvoir faire, en son temps voulu, levier ou contrepoids face à toutes les puissances occidentales et à tout le bloc occidental et toutes ses richesses. Les investissements qu'on fait en Afrique sont faits de façon très intelligente, c'est distillé de façon à montrer que la prédominance de la Chine est sur le continent africain. Et demain, il faudra bien que les Africains se rendent compte qu'ils sont, entre guillemets, devenus une possession sans être une colonie de la Chine. Ils ont au moins l'honnêteté de dire que nous, voici ce qui guide notre action. Ils vous le disent, ils vous disent, nous, on ne vient pas s'ingérer dans vos affaires. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire du business. On se fait confiance, entre guillemets, parce qu'en même temps, ils ne donnent pas de l'argent pour le perdre. Ils ne jettent pas de l'argent par les fenêtres. Des gens qui ont travaillé dur, sortis de là où ils étaient il y a une cinquantaine d'années pour être sur le toit du monde aujourd'hui, ne vont pas se permettre de jeter de l'argent par les fenêtres. Et là, effectivement, je rejoins la posture de M. Fauting en disant que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Il faudra un jour penser à payer. Il faut simplement que nous, les pays africains, on essaye de trouver quelle est notre voie, peut-être tirer notre épingle du jeu, si on a les arguments intellectuels et stratégiques dans l'économie pour pouvoir s'en sortir, mais j'ai quelques doutes par rapport à cela. Ok, il nous a rejoint sur ce plateau le docteur Georges Edimo Mongoli. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, vous êtes économiste. On va donc rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La Chine, le discours du président chinois, il y a cet aspect qui, je ne sais pas, vient un peu rompre avec les usages, avec les autres pays avec lesquels l'Afrique a eu des relations de coopération. Il insiste sur le concept d'assistance économique sans conditionnalité. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce point? Ben écoutez, je pense Ils sont sincères, les Chinois? Je crois que la Chine est sincère. Oui. Elle est même très sincère et doit être sincère. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des variables mésoéconomiques qui se sont mises en place qui obligent la Chine à être tout simplement sincère. La première variable et la principale, c'est l'explosion démographique qui va positionner l'Afrique au toit du monde. Entre 2100 et 2120, la moitié de la population mondiale sera africaine. C'est des données qu'on ne peut pas changer parce que les mentalités restent très natalistes, les indices de fécondité restent très très alertes. Il n'y a pas de possibilité de modifier cela. D'autre part, l'autre variable extrêmement importante, c'est l'urbanisation qui est échevelée et galopante et qui va nécessiter naturellement des infrastructures de toutes sortes. Donc la Chine, c'est que le partenaire, parce qu'à l'inverse, la Chine est l'une des populations du monde les plus vieillissantes, qui est obligée de délocaliser 85 millions d'emplois d'ici une quinzaine d'années pour maintenir
la productivité de son industrie au top niveau. Et en ce jour, les coûts de production africains sont le 5e de ceux de la Chine. La Chine a commencé déjà à mener des délocalisations massives de ses capacités productives vers quelques pays de la sous-région, Bangladesh, Vietnam, mais jusque-là, les coûts sont également encore très, très élevés. Donc la Chine, à mon avis, ce n'est même pas une question de sincérité, c'est beaucoup plus une question de nécessité et de survie pour qu'elle reste dans la production standardisée de masse au top niveau. Il faut qu'elle maintienne les coûts de production à un niveau qui est acceptable. Vous savez qu'elle est en train de changer son paradigme de croissance et qu'elle est passée entre-temps beaucoup plus vers l'investissement que vers l'exportation, ce qui la condamne naturellement à veiller à ce qu'il y ait en effet un circuit d'investissement toujours plus robuste. Donc, quand la Chine met 60 milliards en Afrique, elle le fait pour maintenir aussi sa croissance. Elle ne le fait pas seulement pour aider les Africains. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il se passe que l'épargne chinoise n'est pas suffisamment utilisée. Donc, on a dû mettre en place une panoplie de banques, y compris les banques qui ne sont pas conventionnelles, pour pouvoir dispatcher les crédits un peu partout. Donc, la Chine, elle le fait pour les Africains, certainement, mais elle le fait aussi pour elle-même. Voilà. J'aime bien rappeler que la Chine est partie de 1 point de pourcentage, de 1% du PIB mondial en 90. À 15% aujourd'hui. En 90, les États-Unis étaient à 22%. Ils font match égal aujourd'hui. Et c'est surtout important de préciser qu'en 2030, le PIB de la Chine aura pratiquement doublé celui des États-Unis pour s'installer à peu près à 38 000 milliards de dollars. Ceux des États-Unis seront à moins de 20. Et la Chine fait tout cela logiquement parce qu'en fait, c'est cette recomposition, décomposition des rapports de force traditionnels est déjà lancée. Elle est irréversible. La deuxième puissance après la Chine en 2030, égal à égal, ce sera l'Inde avec le même PIB à peu près et suivi de très près encore par un autre asiatique qui est l'Indonésie, qui va dépenser le Japon, qui va dépenser l'Allemagne. Donc vous voyez, il y a un basculement irréversible du centre de gravité de l'économie mondiale vers le Pacifique et précisément vers l'Asie. Mais c'est juste pour un temps. Parce qu'en fait, toutes ces dynamiques vont tomber plutôt vers l'Afrique. Parce qu'en fait, la Chine est plus vieillissante que l'Europe. C'est pour cela aussi qu'elle doit l'équaliser 85 millions d'emplois, parce que dans 100 ans, dans 15 ans, 100 millions de Chinois vont quitter la scène, et parmi eux, les travailleurs les plus dynamiques. Donc il faut remplacer la jeunesse chinoise n'est pas nombreuse, et elle ne veut pas se jeter dans les mêmes emplois que leurs parents. Elle n'est pas disposée à le faire. Donc il y a nécessité pour la Chine de travailler avec l'Afrique pour qu'elle se maintienne au top niveau. Ok. Oui, rapidement, Maître Kaka. Oui, en fait, ce que je voulais dire pour rebondir à ce que vient de dire Dr Mongori, c'est que lorsque vous suivez ces développements, vous vous rendez compte que la Chine est allée dans cette coopération sino-africaine avec une vision. Oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas des Africains, du moins, ce n'est pas l'impression qu'on a. On a le sentiment que nous ne sommes... Mais le docteur dit que c'est pour la propre survie de la Chine. Non, je dis bien que, bon, je peux le lui concéder, mais je voulais simplement dire que, vu sous cet angle, cela montre que les Chinois, eux, sont allés dans cette coopération avec une vision futuriste. Oui. Ce n'est pas tellement le cas chez nous. Parce qu'en fait, lorsque vous regardez ce qui se passe avec cette coopération au niveau des retombées, au niveau de nos pays, vous allez vous rendre compte que depuis pratiquement 40 ans, les Chinois sont en train de nous aider à construire les infrastructures. Les infrastructures. Oui. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, l'impératif est pour nous
de tout mettre en œuvre pour passer du secteur primaire de l'économie au secteur secondaire, c'est-à-dire au secteur de l'industrialisation. Bon, dernièrement, j'étais au Gabon, j'ai quand même été impressionné par quelque chose. Et ça, c'est le lieu pour moi de féliciter le président Bongo ici. Parce que lorsque vous allez au Gabon aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous frappe. Le président Bongo est allé créer à 47 km de Libreville une zone industrielle qu'on appelle zone industrielle de Nkok. C'est en réalité l'univers de l'industrie du bois. Il a décidé, il a pris 2 décisions courageuses. La première décision, transformer localement. On exporte le grain de bois au Gabon. Première décision. Deuxième décision qu'il a prise, la deuxième décision qu'il a prise, c'est qu'il a interdit formellement l'importation des meubles et des trucs comme les lits. Donc aujourd'hui, ça se fabrique au Gabon et ça se fabrique là-bas dans la zone industrielle du Nkok. Mais pour impulser donc cette dynamique industrialiste, il a bénéficié et des financements et de l'assistance et de l'expertise chinoise. Cela montre que lui, au moins, il est allé avec une vision. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsque vous lisez par exemple les retombées du président Biya de son voyage, de son dernier voyage, on va vous dire que oui, il est rentré satisfait parce qu'il a négocié une espèce de mémorandum d'entente sur l'initiative chinoise de ce qu'on appelle la ceinture de la route. Oui, ceinture de la route. Ça, c'est une infrastructure. Maintenant, il a bénéficié d'un deuxième accord. L'accord porte sur la coopération d'assistance, j'allais dire, un accord de coopération et d'assistance avec l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso à Yaoundé, avec l'hôpital régional de Boya et l'hôpital de Mbalmayo. Ça, c'est dans le domaine des infrastructures hospitalières. Mais seulement, on se serait entendu qu'au retour, par exemple, j'allais dire de ce voyage, qu'on nous dise par exemple que les Chinois sont prédisposés à financer, par exemple, l'industrialisation d'un secteur névralgique comme le bois. Parce que, regardez, moi je vais constamment à l'Est. Il y a quand même une image qui choque. Quand vous allez à l'Est du Cameroun, vous vous rendez compte que les groupes de bois ne font que sortir de cette région qui est assez stratégique, qui est assez névralgique pour le Cameroun. Le bois ne fait que sortir et ces groupes de bois sont exportés ici au port. Conséquence, les populations riveraines ne tirent aucun bénéfice. Ce que nous pouvons gagner aujourd'hui avec cette coopération chinoise, c'est que le chef d'État va là-bas, il négocie de vrais financements pour que les Chinois nous aident, par exemple, à impulser une dynamique d'industrialisation du secteur bois. On décide, par exemple, de créer des sociétés sur place qui transforment le bois. Est-ce que vous imaginez que même les trucs comme les contreplaqués, aujourd'hui, on les importe? Je me rappelle très bien, il y a quelques années, je pense sur le contrôle, il y avait déjà une grande société à Belabo qu'on appelait Sofidel. Sofidel l'a fermé. Il y avait Ecam Plaquage en Balmain qui fabriquait des contreplaqués avec notre bois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on peut profiter, j'allais dire, de cette coopération sino-camerounaise pour impulser une dynamique d'industrialisation qui va permettre au Cameroun de s'inscrire véritablement dans une logique d'émergence. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. On a par exemple, pour ajouter de l'eau au moulin de maître, ce qui s'est passé en Éthiopie. Par exemple, le secteur, on ne va pas dire de l'habillement, mais l'industrie textile avec l'EVA. Donc, ils ont trouvé comment faire une synergie, produire localement des chaussures qui soient à moindre coût et qui dynamisent totalement le secteur industriel de ce côté-là. Donc, c'est des exemples, effectivement, dont on peut s'inspirer. Ce qui, moi, personnellement, me choque, c'est que, sans être économiste, sans être dans le giron de la chose économique macro ou micro, j'ai l'impression que les Camerounais, quand il faut parler, penser sérieusement de ce genre de sujet, voient petit. On est tout le temps en train de voir petit. On parle des billes de bois qui sortent du Cameroun, mais il y a l'or aussi qui continue de sortir. On a donné des concessions, par exemple, aux Chinois à certains endroits pour faire du riz. C'est de façon très opaque. On ne sait pas exactement où va ce riz, comment est-ce que cela est cultivé. Et on a l'expropriation même, des fois, tout à fait illégale des personnes qui sont établies sur ces parcelles-là, tout simplement parce qu'on a dit, voilà, on va donner ceci à la Chine, et la Chine va nous donner une autoroute ou une route en retour. J'ai l'impression qu'effectivement, il faudrait qu'on redéfinisse le curseur dans la négociation, parce que quelqu'un ne peut pas être en face de vous et vous dire, je veux qu'on discute honnêtement, hein, et vous,
vous passez le temps à voir petit, alors que vous avez l'opportunité de lui parler et de lui dire voici les vrais problèmes que j'ai, des problèmes qui, s'ils sont résolus demain, je ne manquerai plus d'eau, je ne manquerai plus de nourriture, je pourrai me vêtir, me soigner correctement. Ok, merci Achille Assako. Foussine, vous permettez que le docteur Edimo place un mot. Moi, je vous interroge sur le transfert de technologie tout à l'heure. Non, juste apporter une petite précision. C'est que, en fait, l'industrialisation, en fait, n'est pas possible sans un stock minimal d'infrastructures spatialement connectives. Et les efforts des Chinois, les efforts des Africains aujourd'hui, c'est de renforcer ce parc infrastructurel. C'est pour cela que l'apport de la Chine est absolument décisif. On a passé beaucoup de temps avec les Français et tout le reste. Personne n'a jamais donné un barrage à qui que ce soit. Oui. Nous recevons 5 barrages de la Chine, Lompanga, Mekim, Memvele. Même s'ils sont sans payés. Sans compter le premier, l'Agdo. Ils avaient commencé avec l'Agdo. Béni, Naktigal, sans compter les autoroutes, sans compter les ports en eau profonde. Je pense que vraiment, personne ne vous donnerait ça aujourd'hui. Je pense que la Chine est en train de faire une rupture de trajectoire pour toute l'Afrique qui est absolument, je ne sais pas, louable, très très louable. Donc, comme pour dire que l'industrialisation, elle est là. Et il a parlé des accords, des zones de Ngok et tout ça. Oui, mais la Chine a signé ce type de contrat avec tous les pays, y compris le Cameroun, par rapport à Kribi, et avec tous les autres pays. Chaque pays doit se spécialiser. L'autre parlait du textile. En effet, les jeans, les chaussures et tout le reste, 65% de l'industrie textile chinoise est déjà délocalisée vers l'Afrique, notamment au Sénégal, en Éthiopie, en île Maurice et au Kenya. Une partie de l'industrie électronique et informatique essentiellement est déjà délocalisée depuis l'an dernier en Afrique du Sud, et l'industrie automobile en grande partie sera délocalisée ici au Cameroun. Donc chacun a ce qu'il cherche. Retenons, moi je veux surtout qu'on retienne une chose, c'est que parfois nous sous-estimons tout ce qui se passe ici. Mais véritablement, le Cameroun, en fait, dans la vision du Chinois, est peut-être le meilleur des pays. Le meilleur, celui qui peut en très peu de temps basculer dans les cercles vertueux de croissance comme elle l'a fait. C'est-à-dire continuer à croître pendant 10, pendant 20, pendant 30 années. Parce que justement, ce pays, son positionnement géostratégique est d'abord très, très, très favorable. Il est innervé par 4 grands corridors de transit. Donc, c'est le point de connexion de toute l'Afrique, le Cameroun, en fait. Il a deux grands... projet de câble. Le projet de câble, ça, c'est l'escrème là-bas. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas basculer dans l'émergence lorsque vous n'avez pas accumulé suffisamment de connaissances, de compétences, de savoir-faire et de technologie. Et en fait, aujourd'hui, pour franchir ces étapes et arriver jusqu'à la frontière technologique, vous avez besoin surtout de ces nouvelles technologies. Donc, le fait d'avoir donné ce câble à fibre optique, c'est quelque chose, ou d'avoir mis ça à la disposition du Cameroun, c'est quelque chose de tout simplement renversant. Ça va rompre beaucoup de... pourvu que les politiques puissent l'utiliser comme il faut. Ça doit rompre beaucoup de choses. Et il faut dire, le Cameroun perd 2 à 3 points de pourcentage de croissance chaque année du fait du déficit énergétique. Aucun des barrages jusqu'à ce jour n'est mis en service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 2021-2022, sans effort, ces retombées seront mises en place. Et les autoroutes, à travers les congestions routières et tout là, nous perdons 1 à 2 points de pourcentage de croissance encore chaque année. Donc ça veut dire que tous les investissements qui sont en train d'être faits
Parce que, en fait, les investissements en infrastructure et en équipement ont un caractère extrêmement remanent. Ça veut dire que ce qui est fait dans cette décennie explique le succès à 90% de ce qui va se faire dans la décennie d'après. Donc, comme pour dire ceci, c'est juste une question peut-être d'un peu de temps, mais le Cameroun, d'après les Chinois, parce que nous on regarde bien ce qu'ils font là-bas, d'après les Chinois, le Cameroun est certainement classé le numéro 1, suivi de l'Éthiopie, suivi du Kenya et du Nigeria. Même l'Afrique du Sud, qui a fait déjà la remontée en gamme dans la chaîne de valeur manufacturière, n'est pas perçue par les Chinois comme une économie. C'est beaucoup plus le Cameroun parce que, en fait, comme il est énervé par tous ces corridors de transit, c'est la voie d'entrée pour tous les autres. Et il est doté des profondeurs suffisantes de la mer, avec 2 ports, un qui sera rattaché à la plus grosse puissance, le Nigeria, dont le trafic conteneurisé sera multiplié par 4 d'ici 2030, et qui peine massivement à importer, et qui voudrait utiliser ce port de Limbe, parce qu'en fait c'est lui qui devait être fait, à mon avis, en premier, parce qu'il coûte que $1 milliard, à la différence du port de Kribi qui va à $10 milliards. Monsieur Fouti. Voilà. Je vais rebondir sur ce que le docteur dit, en disant seulement qu'on peut accoucher un enfant bien dodu de 7 kilos, et à cause de la maltraitance, l'enfant devient le plus chétif du quartier. Comme pour dire qu'il me semble que nous, quand nous regardons les investissements chinois au Cameroun, on n'a que des larmes pour pleurer parce qu'aucun projet n'a effectivement été réalisé. Donc même si nous sommes un pôle très stratégique, parce que c'est pas seulement la Chine qui nous vise, mais beaucoup d'autres nations aussi. Ce que je vais dire alors, c'est que le Cameroun, jusqu'à présent, n'a pas véritablement bénéficié des fonds destinés au financement des projets dans notre pays. Même si la Chine a débloqué en termes de milliards, il faut se le dire, rien n'a été fait. L'autoroute Douala-Yaoundé, le port de Kribi, le barrage de Menkim, le barrage de Memvela. En fait, tous ces projets, à moins que nous ne sommes pas dans le même pays, sont restés en brousse. L'autoroute Douala-Yaoundé est une honte. Le chef d'État parle actuellement de l'autoroute Yaoundé-Simalène, qui est un projet qui a déjà à plusieurs reprises été lancé. Où sont passés les fonds. Les travaux sont en cours. Oui, bon, disons que s'il y a un problème d'indemnisation, ça veut dire que le projet a très mal été monté et que le processus de financement, soit la procédure d'indemnisation, a connu beaucoup d'irrégularités et ça ne fait pas sérieux. Et revenons sur quelque chose qui est amusant pour parler de ces... cela aux Chinois. En fait, je ne pas... Les Chinois jouent le part. Oui. Parce que les Chinois ont à gagner. Nous sommes un gâteau avec beaucoup de cerises. Alors, si nous ne connaissons pas l'utilité de ce gâteau que nous avons en main, qui est le Cameroun, les autres vont nous apprendre comment consommer ce gâteau. Je dis à l'entame si les populations, je reviens à ce que disait Achille, si les populations ne sont pas indemnisées jusqu'ici, est-ce la faute aux Chinois? Ce n'est pas la faute aux Chinois. Tout comme les barrages et les ports qui ne sont pas terminés. Oui. Les Chinois ont mis de l'argent. En 2014, le gouvernement, regardons un projet comme le projet de la téléphonie mobile, où en 2014, le gouvernement donnait la licence d'exploitation à Camtel, qui devrait devenir le 4e opérateur de la téléphonie mobile. Combien de millions avaient été investis? Ces pays-là, la Chine a mis combien de milliards? En 2017, on nous annonce que les infrastructures de cette téléphonie mobile-là devraient être utilisées par une entreprise qu'on appelle Yumi. On ne sait pas sur quelle base le deal a été négocié. Le projet est resté lettre morte. Les Chinois, s'il faut dire stratégie, ils connaissent bien que les Camerounais sont faibles. Mais ils savent qu'ils ont beaucoup à apprendre chez nous. Ils savent qu'ils ont beaucoup à apprendre chez nous aujourd'hui et demain. Ils continuent d'investir, pas parce qu'ils espèrent que nous allons changer, mais parce que plus ils investissent, plus nous restons dépendants. C'est ça la logique. Redevable ou dépendant? Dépendant, parce que la dépendance vient aussi de la redevabilité.
Nous sommes dépendants de la Chine parce que nous avons les fonds, les capitaux de la Chine dans nos poches, mais qui malheureusement ne sont pas utilisés pour les projets pour lesquels ces capitaux ont été alloués. Alors, la première conséquence, c'est l'avenir. Si on me questionnait de savoir est-ce que le Cameroun doit-il continuer à aller en Chine chercher les fonds, j'allais répondre qu'il faut mettre un frein. Il faut arrêter. Dans la mesure où les projets énergétiques dont parlait le docteur tout à l'heure ne sont pas malheureusement achevés. Il n'y a pas d'industrialisation sans énergie. On ne peut pas parler de l'industrialisation sans énergie. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas achevés, c'est pourquoi il faut tout arrêter. Je reste constant sur quelque chose. Si aujourd'hui la coopération avec la Chine tourne mal, outre le fait qu'on soit peut-être en train de prendre l'argent par 100, par 1000, j'estime que les Camerounais sont pour beaucoup responsables dans les échecs. Le Chinois n'est responsable de rien. Moi, je n'aimerais pas revenir sur ce plateau. Ce n'est pas le Chinois. Dans mon village, à Novelo, par exemple, je n'aimerais pas dire que le Chinois... Ce n'est pas le Chinois qui conteste l'indemnisation. Oui, c'est pour ça que le Chinois, il a fait ce qu'il a fait. Je n'ai pas envie de questionner la responsabilité du Chinois parce qu'elle est à 0%. Elle est à 0% dans la mesure où elle dispose des fonds, de la technologie et même de l'expertise. Et nous refusons de faire le boulot qui est le nôtre. C'est ça la question. Alors, demander si nous allons continuer d'aller en Chine, pour les Chinois, c'est oui. Mais pour moi, en tant que Camerounais, je dis non. Non dans la mesure où même si on nous donnait 500 milliards en dollars, je suis sûr qu'il sera très difficile pour nous de terminer un projet dans ce pays. On a questionné le montage du projet. On parle aujourd'hui des indemnisations sur l'autoroute Douala-Yaoundé. Qu'en est-il? Pourquoi on n'a pas indemnisé? Défaut de moyens? Non. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, les populations riveraines du port autonome de Kribi réclament encore les fonds alloués aux indemnisations? Pourquoi ils n'ont pas tous été indemnisés? Le gaz de Ndorpassi, est-ce qu'on a indemnisé les populations? La réponse est non. Alors, nous n'allons pas en Chine pour chercher les fonds destinés à notre développement. Nous partons pour une seule mission, pour chercher les fonds destinés au bourrement de nos comptes bancaires. Ah, d'accord. Oui, Maître Kaka. Oui, en fait, ce que le Footing est en train d'expliquer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en 2 mots, hein, que en fait, c'est un manque de vision de nos dirigeants. Donc le problème, ce n'est pas la coopération sino-camerounaise qui fait problème, mais c'est en fait... Je pense qu'il faut arrêter. Non, on ne peut pas arrêter. On peut pas arrêter. C'est une très bonne coopération qui est assez bénéfique pour le Cameroun. Moi, je pense... S'il vous plaît. Je pense que le problème se pose à 2 niveaux. Je vous ai dit tout à l'heure que déjà la posture des interlocuteurs camerounais, comment dirais-je, de nos dirigeants qui discutent, qui traitent de ces affaires avec les Chinois, est-ce qu'ils sont dans la posture, j'allais dire, de développer la défense des intérêts du Cameroun? Je répondrai par la négative. Maître, moi, s'il vous plaît, monsieur Fauting, s'il vous plaît, j'aime quand je vais au bout de mes idées. S'il vous plaît. Allez-y. Alors, première chose donc, il y a ce manque de vision, il y a ce manque de patriotisme de nos dirigeants, qui sont les interlocuteurs des Chinois dans la gestion de cette coopération. Première chose. Deuxième chose, il y a un problème de mal-gouvernance généralisé. Parce que lorsque vous parlez des projets qui n'arrivent jamais à bon port, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il faut comprendre que c'est parce que justement, il y a la malgouvernance. Tout à l'heure, le docteur parlait du port en eau profonde de Kribi. Moi, je ne parlerai pas du port en eau profonde de Kribi. Je parlais du complexe industriel portuaire de Kribi. C'est ça le projet. Le complexe industriel portuaire de Kribi. C'est là pour moi de rappeler aux compatriotes qui suivent l'émission que ce qu'on a décidé de construire à Kribi, ce n'était pas un port. Ah oui. Mais c'était un complexe industriel portuaire qui avait 4 composantes. Une composante portuaire, une composante industrielle, une composante urbaine et une composante infrastructurelle. Je passe sous le contrôle du docteur. Maintenant, il se passe ce qui a été fait. Les 2 terminaux qui ont été construits, le terminal polyvalent et le terminal à conteneurs, c'est une partie de la composante portuaire. Mais cette affaire a englouti plus de 1000 milliards. Vous comprenez, ça fait plus de 10 ans que ce projet est en route, mais ça n'a jamais véritablement décollé. On va nous dire maintenant qu'il y a quelques mois, ça a commencé, mais en réalité, par rapport aux investissements qui ont été opérés, je pense que c'est un projet totalement improductif pour le Cameroun. Donc tout ça, c'est un point de mal-gouvernance. Maintenant, lorsqu'il parle des projets de barrage, comme les Lompanga, les Mekim, les Memvele, tout ça, qu'est-ce que cela a apporté pour combler le déficit énergétique? Je dis, c'est pratiquement insignifiant. Donc pour moi,
ce n'est pas des bons projets pour le Cameroun. Mais seulement, on ne peut pas dire que les investissements ou bien les financements chinois sont une mauvaise affaire pour le Cameroun. Mais je pense que pour que ça marche, pour que ça aille dans le bon sens, il faut que nos dirigeants fassent preuve de patriotisme pour essayer d'aller dans ces affaires en préservant nos intérêts. Maintenant, je vais dire quelque chose pour chuter. Là, pour rebondir à ce que le docteur disait tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Je suis d'accord avec lui qu'on ne peut pas impulser une véritable dynamique d'industrialisation sans, j'allais dire, une autosuffisance énergétique. Ça, je suis d'accord. Mais sauf qu'on a quand même eu des projets industriels qui ont fonctionné dans ce pays et qui ont été, vous vous souvenez, de la cellule Kamaïdea, il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, on était en situation d'autosuffisance énergétique? J'ai dit non. Lorsque moi, je suis un enfant de Mbalmayo, nous, on était tout petits à l'époque, on allait à Ecam Plaquage, qui faisait les contreplaqués. On a pris l'exemple là tout à l'heure. Et on produisait, il y avait une industrie du bois qui avait déjà été impulsée il y a plus de 30 ans au Cameroun. Et tout ça, ça a été arrêté. La Sofibel à Belabo, tout le monde sait que la ville de Belabo, les populations de Belabo ne vivaient que parce qu'il y avait la Sofibel. Depuis qu'on a fermé la Sofibel, ça ne donne plus absolument rien. Donc c'est pour dire que non. Je pense que nous pouvons jouer la politique de nos moyens. Tout à l'heure, quand je parlais du président Bongo, le président Bongo est parti d'un postulat. Le Gabon, en réalité, n'avait que 3 richesses. Le pétrole, le bois, parce que le Gabon, que cela soit dit en passant, le Gabon, à 88%, le territoire gabonais est couvert à 88% par la forêt. Donc il y a beaucoup de bois et il y a le manganèse qu'on exploite avec la Comilogue à Mwanda. Mais c'est parce que le président Bongo a fait une analyse objective. Il a dit que non, avec les péripéties que le secteur du pétrole connaît, il faut maintenant essayer de trouver une dynamique pour diversifier. Et pour diversifier, il a industrialisé, il a pris la décision d'impulser une dynamique d'industrialisation au secteur du bois. Nous avons le bois. Nous pouvons valablement, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'énergie électrique pour, mettre en place une politique industrielle dans le secteur du bois. Donc je dis pour ma part que non, je suis d'accord que cette coopération nous est bénéfique. Mais elle serait plus bénéfique si nos dirigeants essayent de prendre de bonnes orientations pour essayer d'inscrire notre pays dans une véritable dynamique de développement. C'est ce que je voulais faire observer. Docteur Mongori, vous avez suivi, les panélistes ici parlent d'un problème de gouvernance, les projets qui n'arrivent pas à bon port, mais vous savez, vous nous avez dit que pour la Chine, le Cameroun reste, on va reprendre quelqu'un, le meilleur élève en Afrique. Comment comprendre ça? Écoutez, je suis d'accord avec les copanélistes. La gouvernance, c'est un problème. L'inefficience de nos administrations, elle est connue. Le haut degré de corruption, c'est connu. La mauvaise qualité de la dépense publique, etc. Tout cela, c'est connu. Naturellement, il faut dire que c'est en fait peut-être le plus important, parce qu'en fait lorsque la corruption s'installe de manière endémique, vous avez tendance à perdre 2 points de pourcentage de manière inutile, comme ça, tranquillement. Et lorsque la corruption s'installe, et ça c'est plus difficile, vous avez tendance à repousser les investissements directs à l'étranger. Or, c'est la voie de transmission par excellence du progrès technique. Et le progrès technique est la force puissante derrière la croissance. Ceci dit, on ferait bien, et on peut regarder autour de nous. Il y a des pays qui n'ont en fait rien, mais qui ont une bonne administration, qui se gèrent bien. Je pense au Rwanda, je pense au Botswana, je pense au Sénégal, qui sont des pays pauvres en ressources, mais qui continuent, même l'Éthiopie, mais qui continuent à avancer vite parce que les administrations savent comment travailler et ça attire les investisseurs parce que personne, en fait la corruption est une taxe directe sur la production et personne ne veut mettre de l'argent là où il y a trop de corruption. Donc à ce niveau, nous disons la même chose. Autre chose, mon voisin a parlé des projets, de la hiérarchisation des projets. C'est également extrêmement pertinent. On aurait pu construire un seul barrage et couvrir, peut-être produire 2000
mégawatts de puissance installée en faisant un Numvuri ou un Menchum ou un Sombengue, quelque chose comme ça. On aurait rattrapé. Par contre, quand vous faites 3 projets, les investissements initiaux sont énormes et pour recueillir peut-être 30 mégawatts par-ci, 200 par-là, bon, le mieux aurait été quand même de faire un gros. On est également d'accord là-dessus, mais je pense qu'il y a un problème de fond. C'est beaucoup plus un problème en dehors de tous cette corruption et tous ces trucs qui dérangent. Il y a un problème qui est celui de la stratégie de développement qui a été retenue par le Cameroun. C'est une stratégie, nous appelons ça la stratégie de la grande poussée, c'est-à-dire qu'on transforme tous les secteurs en même temps. Mais ça, c'est exigences. Il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de moyens humains également, et il faut une administration extrêmement outillée. Et ça, le Cameroun ne dispose pas de tout ça? Non, ça surprend un peu le Cameroun. C'est-à-dire que... L'improvisation encore? Non, c'est même pas l'improvisation, mais c'est beaucoup de choses à faire. Il faut chercher les financements, il faut les aligner, il faut les suivre, il faut les personnes outillées pour le faire. Donc la grande poussée, ça a ceci de particulier que quand vous menez ça, il faut avoir beaucoup d'autres éléments qui vous permettent de suivre. Bon, mais je pense que, à mon avis, on s'est débrouillé quand même d'une manière ou d'une autre. On s'est débrouillé. Ce qui me semble extrêmement important de noter, c'est que en fait, nous ne le reconnaissons pas souvent. Mais ils se font beaucoup de choses dans ce pays. Moi, je suis souvent l'un de ceux qui sont les plus critiques. Hein. Oui. Mais il se passe beaucoup de bonnes choses en même temps. Parce que tous ces projets qui sont déroulés, vous ne les verrez jamais nulle part dans un autre pays où on fait autant de choses en si peu de temps. Et je dois dire que le planificateur, parfois on dit que le Cameroun ne parvient pas à atteindre les 5%. Le planificateur n'est pas un devin. Ni ceux qui gouvernent ne sont pas des devins, il faut le dire. Oui. C'est-à-dire que quand on montait on montait ce document de stratégie pour la croissance et l'emploi en 2009, personne ne savait qu'en 2014, il y aurait retournement de tendance au niveau des cours du pétrole. Personne ne savait qu'en 2012, la Chine allait commencer à modifier son paradigme de développement et que par la suite, la demande en matières premières allait chuter. Or, le planificateur, comme tous les autres planificateurs, est parti de certaines hypothèses. Mais les hypothèses retenues par le planificateur étaient optimistes. C'est-à-dire qu'il pensait que les cours des matières premières allaient rester à un certain niveau. Maintenant, ces cours ont plongé et à la suite, il y a eu les risques sécuritaires au nord qui n'étaient pas aussi programmables, les risques sécessionnistes de l'autre côté. Je pense qu'il faut rester quand même un peu indulgent. Ça veut dire que c'était l'amateur planificateur. Merci. On va boucler après le journal. Bonsoir Nadine Yabou. Bonsoir Saint-Jean Autour. Nos invités chez qui bonsoir à vos chers téléspectateurs. Bonsoir. Ce soir, au journal de 20h, nous vous présenterons le mauvais visage des routes dans le 3e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Au lieu d'y entrebir, les voies d'accès sont impraticables. Les nids de poules et crevasses donnent du fil à retordre aux usagers qui dénoncent le silence complice des pouvoirs publics face à la dégradation avancée des routes dans la ville de Douala. Et 3 jours après la rentrée scolaire, l'inquiétude se dessine sur le visage des élèves et enseignants au lycée technique de Koteng. C'est dans la Haute-Sanaga. Tenez bien, l'établissement scolaire souffre d'un manque de bibliothèques d'études pour les élèves ainsi que des enseignants. Et donc, la situation pourrait donc porter préjudice à l'ensemble des élèves et même du corps enseignant. Nous reviendrons également sur les grandes résolutions du sommet Chine-Afrique. L'Empire du Milieu compte investir près de 60 milliards de dollars dans une dizaine de pays africains. C'est que cachent donc ces financements récurrents. Comment comprendre que l'Afrique peine toujours à pouvoir tirer son épingle du jeu dans cette coopération avec la Chine? Des économistes donnent une grille de lecture de ce 7e sommet au cœur de ce journal. Voilà donc c'est Alain Autour, l'essentiel
l'essentiel de l'information ce soir sur Equinox Télévision. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le journal de Nadine Yambou dans quelques instants. Moi, je vous retrouve après pour le débrief en compagnie de mes experts, bien évidemment. Oui, Achille Sako, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire qu'il y a une annonce qui est passée pratiquement inaperçue lors de ce sommet. C'est que Xi Jinping a dit qu'il n'allait plus investir dans n'importe quel projet déconnecté de la réalité. Je reprends ces mots. Cela veut dire que les Chinois sont conscients de ce qu'il y en a, parmi peut-être les pays africains, qui demandent des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et que chacun aujourd'hui va faire un effort en ce qui concerne la demande, et que dorénavant, ce ne sera plus donné sans condition, parce que il y a eu cette notion, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, ce ne sera plus donné sans condition, mais ce sera, on va quand même examiner et se rendre compte de la faisabilité du projet, et se rendre compte du fort potentiel même en termes de projet. Ok. Maître Kaka? Non, ce que moi je voulais juste dire, c'est que ce qui me cœur dans ces financements chinois, c'est que c'est des financements qui nous plongent dans une économie de surendettement. Et comme nous savons tous, l'économie de surendettement n'a jamais développé un pays. Parce que vous savez, on ne fait que s'endetter. Je passe sur le contrôle économique. Vous savez, l'encours actuel de la dette publique du Cameroun s'élève à 6 383 milliards. Ça, c'est les chiffres qui ont été donnés par la Caisse autonome d'amortissement. Mais il se passe que lorsqu'on audite cette dette publique du Cameroun, la dette chinoise, la dette du Cameroun envers la Chine s'élève à pratiquement 3 000 milliards. Vous comprenez? Et lorsque vous posez donc la question de savoir à quoi ces 3 000 milliards ont réellement servi, j'allais dire, la réponse est totalement surprenante, parce qu'on a le sentiment que plus la moitié de cet argent est entré dans les poches de nos dirigeants. J'ai dit ici tout à l'heure que les gens ne vont pas en Chine parce qu'ils ont des projets, ils y vont parce qu'ils ont des projets personnels et non des projets pour la nation. Le premier pilier du développement d'une nation n'est ni l'endettement ni les projets montés. C'est le paradigme sur lequel est placée la nation. Qu'est-ce que la nation veut devenir demain? C'est d'abord ça, on redéfinit la nation. Parce que le docteur a dit quelque chose tout à l'heure, c'est que le modèle en fait du développement camerounais surprend le Camerounais actuel. Moi, je n'aimerais pas appeler ça modèle. J'allais dire le paradigme de développement que nous avons adopté est déconnecté de nos propres réalités socio-culturelles, même au niveau des mentalités. C'est pour ça que je ne questionne plus la mauvaise gouvernance, parce que la mauvaise gouvernance est devenue un peu comme cette chanson-là qu'on lance à chaque fois quelque chose ne marche pas. C'est parce que les bases ne sont pas structurées. Nous ne sommes pas partis pour réussir. C'est ça même la question. Où allons-nous? Où prenons-nous là? Qu'allons-nous faire avec l'argent qu'on nous donne? Qu'est-ce que nous voulons devenir dans 200 ans, dans 300 ans? Où commencer? Doit-on commencer sur la construction des barrages parce qu'il faut de l'énergie pour l'industrialisation? Et bien même quand on parle de l'industrialisation, de quelle industrialisation s'agit-il? L'industrialisation d'exploitation des matières premières ou la transformation? Et lorsqu'on parle de la transformation, on transforme quoi? Dans quel modèle économique? Pour coopérer avec qui? On ne peut pas au même moment aller en Chine, demander les fonds pour parler de notre industrialisation, tout en ouvrant les frontières avec l'Union européenne. C'est une aberration de croire qu'on va se développer dans cette cacophonie-là. Moi, je pense que c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudrait qu'on mette fin à l'endettement et qu'on réfléchisse. Qu'allons-nous faire désormais? Parce que cela fait près de 60 ans. Nous avons essayé avec l'Europe, ça n'a pas marché. Maintenant, nous sommes avec la Chine, ça ne marche pas. Pensez-vous que demain, avec la Russie ou le Venezuela, ça marchera? Non. La question pour moi alors, c'est de savoir que veut exactement devenir le Cameroun. Il veut devenir quoi? Où commencer? Vous pensez qu'on peut construire, on peut construire 12 000 km d'autoroute, mais avec une éducation, avec une population à une éducation aussi faussée, désorientée, déconnectée des réalités. Merci. Je vais demander à M. Fotting de rejoindre le PURS parce que nous avons réponse. Merci, cher monsieur. C'est intéressant. Le journal de 20h. On en parlait juste après le journal de Nadine Yambou.
Voilà, retour sur le plateau équinoxois, toujours en compagnie des experts. Le premier à se prononcer, docteur Mongori. Vous avez regardé le reportage sur le mauvais état des routes dans le 3e arrondissement. Ça vous suscite un commentaire. Hein. Avant cela, on a vu Konsamba, qui faisait la fierté du Cameroun à une certaine époque. Lorsqu'on regarde ce à quoi Konsamba ressemble aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Je vais commencer par Douala. Oui. Toujours sur ce plateau, j'ai eu à revenir sur ces questions de mauvais état des routes, de très faible planification urbaine dans la ville de Douala. C'est vraiment regrettable de constater que depuis une vingtaine d'années, disons une quinzaine d'années, la ville est confrontée à un problème, au-delà de mauvais état de route, un problème de congestion routière, et le mauvais état de route va les renforcer davantage. Et la congestion routière, pour nous économistes, nous appelons un growth killer. Ça veut dire une contre-incitation naturelle à la croissance. Lorsque la congestion routière s'installe quelque part, la distance économique s'alourdit, et lorsque vous doublez la distance économique, d'après plusieurs études empiriques, du coup, vous réduisez la productivité totale des facteurs de 45% et les bénéfices des entreprises de 15%. Donc, on a eu à le dire 1 millier de fois. C'est comme si ça part seulement dans les oreilles des sourds. La conséquence est claire, c'est que dans la compétition des grandes métropoles africaines, la ville de Douala est en train de reculer et elle aura du mal à attirer des investisseurs. Personne n'aime aller là où la productivité de ces facteurs de production sont faibles. En fait, lorsque la distance économique s'alourdit, ça veut dire que le coût du transport s'élève et ce n'est pas intéressant pour une entreprise. Donc ça, c'est pour ce qui est de la ville de Douala. Pour ce qui est de la ville de Konsamba, je peux juste dire que, pour le regretter, que une ville comme Konsamba qui produit tellement de café et qui produit de la banane et tout le reste soit resté à ce niveau, ça nous interpelle pour dire que aussi longtemps que nous n'aurons pas transformé localement nos matières premières, on n'ira nulle part. J'aime souvent le rappeler, très souvent, l'Afrique à elle seule, en 2014, a produit 75% du cacao. Et toute la chaîne de valeur cacaoyère, donc aussi bien le cosmétique que l'industrie chocolatière et tout le reste, a généré 110 milliards de dollars en 2014. Et en cette même année, toute l'Afrique n'a pas pu générer 9 milliards de dollars parce qu'elle ne transforme pas. Aussi longtemps qu'on ne transformera pas le cacao, le café, le pétrole, le bois, on ne pourra jamais avancer. Parce qu'en fait, quand on exporte les matières premières à l'état brut, on exporte également les emplois vers les pays qui les importent. Donc, vraiment, j'espère que le programme infrastructurel qui se met en place au Cameroun va aller à sa fin au plus tôt possible, parce qu'en fait, il faut ce socle pour lancer l'industrialisation. Peut-être à la suite, la ville de Konsamba, qui verra donc beaucoup d'entreprises transformer les matières locales, aura suffisamment de rentrées, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la ville qui finance l'essentiel de ce genre de villes un peu moyennes ou petites, c'est encore la ville de Douala, par des péréquations un peu difficiles à expliquer. La plupart des petites villes ne parviennent pas encore à produire suffisamment. Ok, alors, pour le docteur Edimo Mongori, la photoplanificateur, pour vous, Footing, c'est les populations. Oui, je disais tantôt que le développement est basé sur l'éducation des populations. Oui. Moi, ces quartiers boueux là, moi j'ai grandi et je connais comment ça se passe là-bas. Vous voyez, lorsque les gens achètent des parcelles de terre dans le marécage, les vendeurs prévoient des rigoles, ce qu'on appelle communément le passage d'eau. Oui. Les mêmes personnes qui ont acheté les terres, au lieu d'aller construire sur la parcelle achetée, préfèrent les construire en bordure de route pour voler 2, 3, 4 mètres. La première conséquence est que l'eau ne circule pas. Et lorsque l'eau ne circule pas, le quartier ressemble à ce que nous avons vu au journal là.
On ne peut pas traverser sur l'éducation de la population et parler d'une ville propre, du développement, de l'économie et autres. C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'on ne se lève pas un matin et on commence à parler du développement, on va emprunter de l'argent en Chine, on va à la Banque mondiale, on crie sur des plateaux de télévision qu'on a monté des projets. Parce que le développement est reposé sur la population. On se développe pour la population. Si cette population n'est pas édifiée, n'est pas ressourcée à accueillir le développement, on n'y arrivera pas dans la simple mesure que vous voyez les feux de les feux tricolores là, les signalations dans nos carrefours. Personne ne les respecte. Parfois on bute la voiture dessus et on s'en va sans payer un rond. Demain la communauté urbaine est obligée de revenir là-dessus. Mais c'est parce qu'on n'est pas prêt pour le développement. On est prêt à accueillir de l'argent. C'est pour cette raison qu'on entend 60 milliards de dollars promis par la Chine. Chacun jubile parce qu'en fait, on aura les pieds de banque dans nos poches. Le problème de la vie de Konsamba, tout le monde le sait. C'est Konsamba est tombé comme je ne sais pas quoi à cause du problème de café. On connaît un temps dans ce pays où le café ne valait plus absolument rien. Mon père a déterré tous ces troncs villages dans la colère et abandonné. Et depuis lors, Konsamba a été abandonné. Nous gouvernons également sans plan, sans projet pour certaines villes. On avance aussi comme ça, si par coup de chance Jésus-Christ nous aide, que la ville soit propre, qu'elle soit, si Jésus-Christ nous... En fait, on ventile comme ça avec notre économie, avec notre pays, et on a sur des plateaux de télévision, dans des médias, dans le gouvernement, des personnes qui disent qu'on doit développer le Cameroun. Je suis désolé, on n'y arrivera pas. Même si nos projets sont bien montés, la population n'est pas prête. Regardez au niveau de l'éducation, comment est-ce qu'on éduque nos enfants? On parle de la coopération Chine-Cameroun. Combien d'étudiants là, à la faculté des sciences économiques de l'université de Douala peuvent vous parler du franc CFA? Ils ne connaissent pas de quoi il est question. Ils veulent seulement de l'argent. Combien de docteurs en droit, là, à la faculté de droit et des sciences juridiques, peuvent vous parler d'un modèle juridique ou encore de la théorie du droit en Afrique? Comment est-ce que l'Africain perçoit le droit? Est-ce que les théories que nous acceptons, que nous embrassons, doivent nous développer? Est-ce que le modèle économique que nous dicte la Banque mondiale peut nous développer? Est-ce que c'est parce que les projets sont mal montés? Est-ce que c'est parce qu'il y a la corruption? Est-ce que ce modèle-là même ne trouve pas en son sein le moyen de favoriser la corruption? Est-ce que c'est un ensemble de questions qu'il faut se poser avant de parler de développement? Il y a des partis politiques aujourd'hui, puisque nous sommes en campagne électorale, qui essayent quand même de questionner, et puis on espère qu'en 2018, quelque chose changera et qu'enfin on aura une personne qui va s'asseoir et penser la nation avant de s'engager, que de s'engager pour venir penser après. Le projet du PURS, le projet du PURS repose sur l'éducation. Sur cette question, la ville de Konsamba qui tombe en décrépitude, doit la troisième, on semble dire, d'un côté, c'est les gouvernants, manque de planification, de l'autre côté, c'est les populations, un problème d'éducation à la base. Non, en fait, chez Alain Outou, les images que je viens de voir là me donnent définitivement la conviction que nous avons déjà amorcé le processus de destruction de notre propre pays. On dit souvent que là où la route passe, le développement suit. Et là où la route est détruite, imaginez la suite. C'est le sous-développement qui suit. Donc en fait, ce que je dois déplorer ici, c'est que ça me conforte dans la position que j'ai adoptée depuis le début de ce débat. Quand je vous dis que ce qui nous caractérise, ce qui caractérise notre système de gouvernance, du moins depuis 36 ans, c'est le manque de vision. Parce que lorsque vous parlez de la route du Carrefour Bille, ce que vous n'avez pas dit, ce que le juge n'a pas précisé, c'est qu'en fait, c'est une bretelle de ce qu'on appelle un grand renfort de publicité, la pénétrante est de la ville de Douala, où les travaux viennent d'être opérés. On vient d'effectuer les travaux, je ne sais pas si on a déjà réceptionné. On a opéré des travaux là-bas, mais c'est parce que pour des gens sérieux, pour des gouvernants sérieux. Donc on devait intégrer tout ça dans le... Oui, mais parce qu'en fait, c'est une bretelle. C'est une bretelle de la pénétrante est. Quand vous faites une route de cette envergure, vous viabilisez aussi les bretelles. Parce que c'est ça qui rentre dans ce qu'on appelle le bien-être de la population. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes gouvernant, vous travaillez pour qui?
Vous travaillez pour quoi? Vous travaillez pour les populations, vous travaillez pour le bien-être des populations. Lorsque vous faites donc une route que vous appelez à grand renfort de publicité, la pénétrante Est, et vous oubliez les bretelles, à côté de la pénétrante Est, il y a des océans qui se développent, il y a les nids d'éléphants qui se développent, et les populations se trouvent dans cette situation. Est-ce qu'on va dire que vous avez fait une route? Non, c'est déplorable. Je pense que s'il n'y a pas de changement de leadership dans ce pays, le pays, si à court terme, sera totalement détruit. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à Nkonsamba, vous savez, là également, ça pose un problème au niveau du système de gouvernance. Parce qu'en fait, les gouvernants doivent quand même faire preuve de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Parce que les villes comme Nkonsamba, ça faut le dire. Ça faut le dire, quand nous rentrons dans notre histoire, dans l'histoire de notre pays, les villes comme Nkonsamba ont fait la fierté de ce pays. Les villes comme Nkonsamba, c'est des villes qui faisaient, j'allais dire, vivre beaucoup de gens. Et lorsque vous allez dans le Mungo aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est pas un secret. Vous savez que le Mungo, c'est un département hyper dynamique. Tous les arrondissements du Mungo sont des grandes villes, vous le savez. Mais on a le sentiment que ce département est abandonné. Parce que là, vous parlez de Nkonsamba. Moi, je vous parlerai de Mbanga. Il y a un nid d'éléphant à l'entrée de la ville de Mbanga qui est là depuis plus de 5 ans. Juste à côté du péage de Mbanga. Je ne sais pas si on a réparé. Mais ce nid d'éléphant a toujours existé. Imaginez le dynamisme économique. Imaginez l'apport économique de ce département. Mais qui est totalement abandonné. Vous allez me dire que c'est une affaire des populations. Non, ce n'est pas une affaire des populations. Ça, c'est une affaire qui prouve à suffire. Un manque de volonté politique? Non, même pas le manque de volonté, c'est la défaillance de l'État. Les gouvernements ont fait preuve de défaillance. Et quand il y a donc cette situation, il faut tirer les conséquences. Et la première conséquence ici, c'est que cette équipe doit être sanctionnée. Et je pense que le 7 octobre prochain, effectivement, les Camerounais vont saisir cette perche pour sanctionner les responsables. Et les vrais responsables, ce n'est pas la population. Donc, en fait, moi, ce n'est pas là que je vais chuter. Je pense que c'est une situation qui devient préoccupante. Préoccupante parce que si les mesures ne sont pas prises à court terme, j'ai le sentiment que ce pays va aller à la perdition. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Achille Sako. Un vrai problème de mobilité. L'exemple de Nkonsamba est le même que celui de Douala dans plusieurs quartiers. Cet exemple-là est le même entre Ngaoundéré et Garoua, 260 km que vous faites, que vous parcourez en 8 heures de temps, 9 heures de temps. C'est des exemples qu'on peut citer à l'envi. Ces exemples-là qui portent atteinte à la mobilité des Camerounais et qui, le docteur a dit, portent un coup très sérieux à l'économie. Maintenant, la prévision. Qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, du chemin de fer qui aurait pu servir à désengorger une ville comme Douala, qui est toute plate, qui est traversée de part en part par un chemin de fer qu'on aurait simplement pu viabiliser et mettre à la disposition de la population. Nous, dans le Peuple uni pour la rénovation sociale, on a un aspect, on a des évocations qui concernent ce pan-là de la mobilité urbaine. On a connu il y a 2 semaines une catastrophe. Vous êtes encore journaliste, hein? Oui, vous avez dit jusqu'à tout à l'heure. Je vais arrêter tout à l'heure. Oui. On a connu il y a 2-3 semaines une catastrophe avec l'effondrement d'une buse et Douala s'est retrouvé paralysé. Tout Douala s'est retrouvé paralysé parce qu'il y a une seule buse qui avait lâché sur une route qui est une route nationale. Une route nationale qui, soit dit en passant, et Maître me faisait la confidence tout à l'heure, que pour qu'il y ait une réparation dans ce genre de situation, il faut qu'il y ait 8 signatures. Tout cela revient à quelque chose de très simple. Il faudrait que les populations puissent s'auto-gérer. Que la commune de Nkonsamba n'ait pas à attendre que des subsides viennent de Yaoundé pour pouvoir boucher les nids de poules dans les quelques rues qui sont en train de la traverser. Que Douala 3e n'ait pas à attendre que Yaoundé soit cela qui va décider de comment est-ce que les travaux doivent s'opérer, alors que ces personnes qui sont 2 ou 3 assises à Yaoundé n'ont aucune conscience de la difficulté qu'il y a à sortir de la ville de Douala, où une entreprise de transport interurbain passe 2 heures et demie à sortir de la ville. C'est-à-dire qu'actuellement,
une entreprise de transport interurbain passe le même temps à sortir de la ville de Douala, pratiquement le même temps sur la route entre Yaoundé et Douala. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, au niveau de ces transporteurs-là, s'il ne faut pas délocaliser les points de chargement, parce que ça devient extrêmement lourd à porter. Un bus immobilisé pendant 2 heures, aller, 2 heures, retour, ça fait 4 heures, vous avez déjà perdu tout un trajet. Ça se chiffre en milliards à la fin de l'année, les pertes qui seront cumulées. Donc, c'est des questions, en fait, qu'on a tendance à banaliser, mais qui portent un coup sérieux à l'économie, sur la croissance. Vous n'êtes pas productif. Quand vous passez 2 heures dans les bouchons le matin, vous êtes énervé, vous arrivez au travail, vous n'êtes pas productif. C'est un coût économique, c'est un coût physique même que vous avez à accuser. Et finalement, on a des Camerounais qui sont en mauvaise santé parce que la mobilité n'a pas été facilitée, parce qu'on n'a pas pensé qu'il y avait peut-être des moyens alternatifs de transport. Il faut se réveiller très tôt. Voilà, vous retrouvez avec un faux rythme dans le travail, dans votre sommeil, parce que vous devez éviter absolument les bouchons qui commencent à 6h45 et vous devez être au travail à 7h10 pour un travail qui commence à 8h30. Vous n'êtes pas arrivé tôt au travail parce que vous voulez absolument arriver tôt, mais c'est parce que si vous n'êtes pas là avant 7h10, vous serez là à 9h50. Ok, voilà. Merci. Je crois qu'on a fait le tour. On va boucler avec la Chine, le transfert de technologie. Voilà, on a suivi dans l'élément que nous a proposé la rédaction centrale. Un intervenant se plaignait de ce qu'au niveau du palais des congrès, lorsqu'il y a une panne, on doit faire recours aux techniciens chinois. La même chose au palais des sports, moi je le dis parce que j'ai vécu ça. C'est les techniciens chinois qui sont encore là. Qu'est-ce que vous avez à dire sur c'est ça le vrai C'est le vrai, l'un des Oui, on ne commence pas là. Oui, allez-y, vous permettez, maître, allez-y. Je pense que le mot transfert de technologie est une honte, est une insulte. Oui. Ça dit qu'un individu qui demande la technologie, c'est un peu comme si tu as un gâteau précieux à main et quelqu'un croise les mains en disant je vais recevoir ma part, donne ma part. Aucun pays dans ce monde n'a reçu le transfert de technologie. Ce pays-là n'existe pas. Les Chinois, pour se développer, on l'arrache, sont allés espionner l'Occident. Les Américains en envoient des étudiants, des journalistes, et ce n'est pas fini. des ménagers, en fait des personnes qui partaient sur des casquettes écran, qui partaient copier ce que les autres faisaient, venaient appliquer en apportant un plus. Parce que demander le transfert de technologie, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui est dépositaire de la technologie et que nous avons besoin qu'il transfère ça, qu'il nous transfère ça. Moi j'ai constaté cela malheureusement lors de certaines réunions avec les Nations Unies sur l'environnement. Les dirigeants africains ne réclament que le transfert des technologies. C'est-à-dire qu'on va préserver le gaz, on va préserver les forêts, on va accepter tout ce que vous faites là. Mais en retour, nous voulons le transfert des technologies ou l'argent pour nourrir nos populations afin qu'ils préservent les forêts. Vous voyez, c'est d'une imbécilité monumentale dans la mesure où un bâtiment comme le palais de congrès, les Camerounais ne soient pas capables d'aller résoudre un problème technique à ce niveau. Pourquoi? Parce que ceux qu'on a appelés de venir faire ces installations techniques-là étaient certes des Chinois. Mais est-ce que dans le contrat, on avait prévu que les Chinois devraient apprendre un minimum aux Camerounais afin qu'ils puissent faire la maintenance de ce bâtiment? Parce que si quelqu'un peut te donner une femme, et qu'à chaque fois que tu veux déshabiller la femme, tu as encore besoin qu'il vienne te remettre les clés, mais il ne te l'a pas donné. Il faudrait que les Camerounais arrêtent la bêtise. Nous avons aujourd'hui assez de possibilités pour faire poids contre ces peuples-là, puisque nous avons presque la quasi-totalité des matières premières dont le monde a besoin pour cette technologie-là. Mais comment nous ne parvenons pas non seulement à aller là-bas étudier, à aller espionner, voler? Nous avons un certain monsieur au Cameroun, on l'appelle Jean-Paul Pougala. À lui seul, vous voyez ce qu'il fait comme boulot. Il a formé un ensemble de jeunes industriels capables de produire de l'énergie, de fabriquer les pâtes alimentaires, en fait, des choses qui jusque-là étaient mystifiées. Un individu, il espionne les entreprises, les forums, les plantations, il regarde comment faire, il vient expérimenter au Cameroun et il vend la connaissance à ceux qui ont de l'argent pour s'en procurer.
C'est ce que l'Afrique doit faire. On doit arrêter de demander le transfert de technologie. Une dernière chose pour chuter, Oui, c'est qu'un pays comme le Rwanda ne demande pas de transfert de technologie pour avoir un développement technologique aussi poussé. C'est qu'on investit d'abord dans la recherche scientifique. On investit beaucoup de milliards dans les études des équipements technologiques que nous avons déjà sur place, parce qu'il n'y a aucune technologie qui appartient à Dieu. Donc tout ce que l'homme a fait, on peut, avec l'observation, avec l'expérimentation, détecter, connaître comment on fait. Pourquoi nous n'en arrivons pas là? Parce que nous n'avons aucun plan, nous n'avons aucune vision, nous voulons juste nous développer. Merci. Maître Kaka. Oui, je ne vais pas revenir sur ces développements qui sont assez édifiants. Bon, mais ce que j'aimerais faire observer ici, c'est que c'est le principal revers. Ce que vous décrivez là, c'est le principal revers de la coopération sino-camerounaise. Et je dois également dire qu'il faut qu'on revienne sur la sémantique. Lorsqu'on parle en matière diplomatique, en matière de relations entre États, de la coopération, cela veut dire quoi? Cela veut dire partenariat en fait. C'est des contrats, on appelle ça chez nous en droit, des contrats synalagmatiques. Oui, ça veut dire quoi? C'est des contrats qui impliquent une réciprocité de droits et d'obligations pour les parties. Il se passe que lorsque nous allons dans nos relations de coopération, ce n'est pas des véritables contrats synalagmatiques. Tout se passe comme si c'est des contrats d'adhésion. C'est le plus fort, c'est celui-là qui a les cordons de la bourse, qui définit les règles du jeu. Et nous, on adhère. Je pense que c'est ce qui se passe. Et ça, c'est très malheureux parce que lorsque vous décryptez cette coopération sino-camerounaise, vous vous rendez compte que, en fait, ce qui intéresse nos dirigeants qui vont dans ces négociations, c'est l'argent que les Chinois vont débourser. Parce que dès qu'on leur dit il y a 60 milliards de dollars, les gars commencent à fêter à l'hôtel. Ils savent qu'il y a des... Non, ça c'est pour l'Afrique, c'est pas pour le Cameroun. Non, je dis bien, mais les dirigeants africains en général, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les gars ils commencent à faire la fête, ils savent qu'il y a des ronds qui vont entrer dans leur poche. Mais en fait, ce qui est important ici, c'est que pour négocier véritablement ce qu'on appelle le transfert de technologie, il faut négocier des vrais partenariats. Parce que dans le vrai partenariat, vous vous asseyez, vous dites que nous, on a la matière première. Parce que même quand les gens pensent que l'argent, les 60 milliards dont les Chinois parlent là, que c'est pas un don. Ils nous disent que c'est le don, ils disent que c'est des prêts. Non, en réalité, ils savent qu'en contrepartie, ils vont dépouiller le Cameroun, l'Afrique de toutes ses richesses. Vous comprenez? Donc nous aussi, en allant dans ces négociations, nous avons, j'allais dire, nous sommes en position de force. Okay. Donc nous avons le moyen de négocier, de s'asseoir, dire que bon, quand vous venez investir dans tel domaine, ou bien nous souhaiterions que vous financez un investissement dans tel domaine, mais comme effectivement chez nous, on n'a pas de main-d'œuvre appropriée, vous allez quand même travailler avec les Camerounais, vous allez les former, au bout de 2-3 ans, les Camerounais vont prendre le relais au niveau technologique. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Ce qui se passe, c'est que les Chinois mettent de l'argent, et ce qui est malheureux avec eux, c'est que non seulement ils mettent de l'argent, ils vont aussi importer, enfin ils prennent la main d'œuvre là-bas en Chine, parce que même les chantiers qui sont réalisés par les Chinois ici, c'est par là que je suis, quand les Chinois gagnent un marché, on a parlé des barrages, on a parlé du projet de l'Olabé dans le complexe industriel portuaire. Quand vous voyez comment les Chinois ils fonctionnent, ils viennent avec la main d'œuvre, ils viennent avec les matériaux de construction, avec les camions, ils viennent avec tout ce qu'ils doivent utiliser pour le chantier vient de la Chine, même la main d'œuvre. Donc les Camerounais ne tirent pas leur épingle du jeu dans cette relation. C'est pour ça que je dis que pour qu'on se mette véritablement dans une dynamique de transfert de technologie, il faut être capable de négocier des vrais partenariats. C'est ce que je voulais dire. Oui, Achille Sako, je vais revenir avec vous sur... il y a une série d'initiatives. Hein. On les a appelées les 8 nouvelles initiatives à l'issue du FOCAC, le forum qui s'est tenu dernièrement à Beijing. Des initiatives à mettre en œuvre d'ici 2021. On parle de l'envoi en Afrique de 500 agronomes. On parle également des 50 000 bourses à mettre à la disposition d'étudiants africains. Est-ce que ça ne commence pas? Ce n'est pas un début de résolution de ce problème. Les Africains, les jeunes Africains iront en Chine quand même. Apprendre. Oui. Oui, bien sûr. On nous fait déjà apprendre le chinois dans les écoles locales. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le transfert de technologie ne se donne pas. Il s'arrache. Aujourd'hui, si vous demandez je dis quelque chose de tout simple, si vous demandez à Apple comment fonctionne un téléphone Samsung, ils vous disent voici comment fonctionne un téléphone Samsung.
parce qu'ils ont pris le temps d'acheter un téléphone Samsung une fois qu'il est sorti. Ils l'ont démonté. Les Coréens ont fait pareil. Voilà. Ils l'ont Les Coréens de Samsung ont fait pareil. Ils savent exactement quelles sont les forces et les faiblesses de ce téléphone-là et pourquoi est-ce que leur cible ne l'achètera pas. Pourquoi est-ce qu'ils pourront le vendre le leur un peu plus cher. Donc, dire transfert de technologie, pour moi, c'est une expression qui me gêne souvent parce que c'est une question de stratégisation. Si on avait des étudiants camerounais, et ça, notre ami Foting le disait tout à l'heure, qui partaient en Chine sous le couvert d'apprendre, parce qu'il y a des bourses déjà, il y a des bourses, c'est pas comme si c'était un phénomène nouveau, qui allaient là-bas avec un cahier des charges bien précis et qui revenaient au Cameroun implémenter ce qu'ils ont appris au bout de 5, 10, 15, 20 ans, je suis sûr que on aurait quand même une certaine base en matière de savoir. Mais là, on est en train de fonctionner comme si les Chinois viennent nous construire un palais des congrès en 1980-1970. Le palais des et le palais des congrès, jusqu'à présent, quand il y a une ampoule qu'il faut changer, il faut qu'on appelle des Chinois. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Le palais des sports, c'est la même chose. Il y a toute une base. Tout est écrit en chinois. Mais si c'est écrit en chinois, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé au départ que les Chinois parleraient forcément chinois et qu'après, nous parlerons français et anglais. Donc, il faut peut-être qu'on réfléchisse dans la stratégie à adopter face à ce genre de puissance-là, parce que c'est des puissances, et qu'il faut qu'on ait des paramètres clairs dans les négociations. Des négociations qui peuvent être un partenariat gagnant-gagnant, mais qui ne sera pas totalement gagnant pour l'un et un peu perdant pour l'autre, parce que j'ai l'impression que c'est vers cela que nous sommes allés. Et nous, par exemple, nous disons, comme c'est le cas avec les accords de partenariat économique, c'est pareil avec la Chine, il faut que le Cameroun réfléchisse à sa façon d'aborder ses relations avec ses partenaires et la coopération qu'il peut entretenir avec cela. Ok. Sur cette question, Dr Mongori? Presque tout a été dit. Hein. Oui. Je peux juste ajouter une chose, c'est que il serait certainement prudent pour nous, lorsqu'on accorde des bourses, de veiller à ce qu'il y ait également des accompagnements de ces boursiers, de manière à faire à leur sortie des champions nationaux en herbe. En fait, il s'agit beaucoup plus de ça. On ne pourra pas mettre en place un entrepreneuriat solide qui pourrait prendre la relève. On ne peut pas transférer véritablement des technologies lorsque, en fait, une fois la tête et les bras bourrés de connaissances, on n'a pas les moyens de les appliquer parce qu'il n'y a pas une politique nationale d'accompagnage des jeunes talents, des champions nationaux. Je pense qu'il faut tous ces éléments, c'est tous ces éléments pris ensemble qui vont donner du volume. Le système bancaire, est-ce qu'il suit? Est-ce qu'il y a suffisamment d'épargne mise à la disposition pour accompagner ce genre d'initiative? Donc c'est tout un package. Mais en même temps, il faut quand même dire que le transfert de technologie existe. Oui, ça existe. Oui, ça existe et ça existait toujours. Même si on tend à dire que ça n'existe pas, ça a toujours existé. On transfère d'un pays à l'autre à travers les licences, à travers les marques, à travers ceci et cela. C'est toujours des transferts de technologie. Et les Japonais ont reçu des Américains, les Japonais ont donné au dragon asiatique, et ensuite c'est atterri en Chine. La Chine n'a pas fait la magie, elle a appris de quelqu'un aussi. Ok, merci. Voilà, merci. Dans un instant, madame, monsieur, la vérité en face, la vérité avec Serge Espoir Matomba, que vous avez à l'écran, candidat à l'élection présidentielle 2018. Il sera face à 3 journalistes de la rédaction centrale Equinox Télévision, Cédric Noufele, Mimi Mefo et Duval Fangwa. La vérité en face avec Serge Espoir Matomba, c'est tout de suite après Equinox Soir. Madame, monsieur.
Voilà, pour terminer, merci d'être venu. Ouais. Maître Kakak. Merci Serge Longoto, merci à tous les co-panélistes. Tout le monde a dû le constater, les échanges étaient très édifiants et très constructifs. Je pense que les Camerounais en ont tiré un grand profit. Voilà, justement. Merci à vous, Achille Sako. Content d'être passé par là pour mon dernier show médiatique avant ma retraite, ma retraite temporaire. Pour quelques semaines, oui. Voilà, pour quelques semaines où je vais accompagner le candidat à l'écran, comme vous le disiez. Voilà. C'est un plaisir d'avoir été là. Poting Doudou, merci pour la première. Hein? Merci, oui. Merci également à mes co-panélistes et je profite pour demander à la jeunesse camerounaise de comprendre que l'aide n'existe pas, c'est le travail qui compte. Aucune nation ne s'est développée ni avec l'aide, ni avec la prière, mais avec deux choses, la science et la technologie. Et nous devons nous engager davantage en tant que jeunes. Docteur Edimo Bunguri, merci d'être passé aussi. Hein? Merci.